ABK Matin, l'interview. C'est Denis Fekak et Didier Imkwa. Rebonjour Didier Imkwa et bonjour, bienvenue madame, bonjour, sur ABK Matin. Merci de répondre à nos questions. Nous nous intéressons aux éléphants qui ont envahi une partie du Cameroun. Vous avez d'ailleurs commis une tribune à cet effet que vous avez intitulée « Les animaux malades de la mauvaise gouvernance ». Nous avons bien envie de comprendre quel lien il y a entre les animaux et la mauvaise gouvernance. Ah, oui. Oui, il y a un lien. Pourquoi? Parce que l'une des missions, je ministrais de la forêt, de la faune et de la forêt, de la faune, c'est de protéger la biodiversité. Oui. C'est de protéger les animaux sauvages. C'est pour ça qu'il y a des parcs animaliers. Et on en a beaucoup, hein. On a le parc de Ouaza, on a le parc de... il y a un grand parc là, au niveau de Tcholiré, la Benoué, le parc de la Benoué. On a le parc... Campoman, oui. Dans le sud. Donc, c'est ça la mission, comme je l'ai dit, la protection de la biodiversité, la protection de la faune. Et lorsque les animaux sauvages quittent leur habitat, il faut comprendre le phénomène. Oui. C'est tout ça pour des raisons d'énergie, de la recherche d'énergie. Parce que un éléphant qui quitte son habitat, c'est parce qu'il n'a plus de quoi manger. Il n'a plus accès à de l'eau potable. Et ça s'est passé comme ça un peu partout. On a vu à une certaine époque, je me rappelle qu'il y a eu dans le Mbaminou, les lions qui sortaient de leur tanière pour aller attaquer les bœufs des éleveurs parce qu'évidemment, ils n'avaient plus de quoi manger. Nous regardons quand même un certain nombre de chaînes. On voit comment ces animaux-là fonctionnent, ces animaux-là chassent. Donc, on connaît un peu le mécanisme ou bien le principe de la chaîne alimentaire, la chaîne d'énergie. Oui. On appelle ça la chaîne d'énergie. Donc, ces animaux quittent leur habitat parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de l'eau. Et c'est comme je l'ai dit tantôt, et c'est la mission du ministère de la faune et de la forêt de protéger, d'empêcher que les animaux aient des contacts, c'est-à-dire parce que ces animaux sauvages aient des contacts avec les humains. Oui. Pourquoi? Parce que au-delà même du fait que un éléphant, parce que j'ai vu ça dans le Mayo-Kali, à une certaine époque, il y a des éléphants qui chassaient les hommes, qui discutaient les points d'eau avec les humains. Au-delà même du fait que ces animaux peuvent discuter les mêmes espaces de vie avec les hommes, il y a ce qu'on appelle, il y a le risque de propagation de la zoonose. Or, la zoonose, c'est les épidémies qui se transmettent de l'homme à l'animal et vice-versa. Je prends par exemple le cas, vous vous souvenez de la fièvre d'Ebola. Oui. On nous disait au Ghana que c'est les grands singes qui portaient ce virus et que ces virus sont transmis des grands singes à l'homme, et on a vu les désastres, les dégâts que la fièvre Ebola a créé dans ces pays-là. Pour dire effectivement que si on n'est plus à mesure de protéger, si on n'est plus à mesure de gérer les parcs animaliers, cela ne peut révéler que de la mauvaise gouvernance. Parce que gouverner, c'est prévoir, et prévoir, c'est anticiper. Et c'est pas aujourd'hui que ce phénomène-là, qu'on vit ce phénomène. Justement, parce que il y a le cas des lions. Au Mayo, là-bas dans le Mbamenobo, récemment dans le Mayo d'Anaï, où les populations ont même dû faire des protestations, ériger des barricades pour protester à Francfort, justement pour les pachydermes qui étaient à l'origine de plusieurs dégâts, destruction des plantations et menaçaient même les populations. Les populations ont donc dû ériger des barricades. C'était le 6 janvier 2025 du côté de Kalfou, sur l'axe reliant les villes de Yagua et de Kalfou. Nous sommes dans l'extrême nord pour demander aux autorités de faire ce qu'il y avait à faire. C'est un sérieux problème. Pour protéger. Le mal. Quand ils ne sont pas victimes d'inondations, ils sont victimes des pachydermes qui envahissent leur on dirait qu'on les a abandonnés. Ça peut se régler. Ça peut se régler
Parce que les pachydermes sortent parce que les éléphants n'ont pas de l'eau à boire. J'ai vécu ça à Kailé, dans le Mayokani. Donc, sur la recherche, en fait, ils sont en mode de survie. De survie. Oui, pour ça qu'ils quittent justement. leur habitat naturel. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'habitat naturel? C'est vrai qu'on ne peut pas exclure les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique, la sécheresse. Il y a ça. Il y a aussi qu'il y a le boom démographique qui avait son corollaire l'urbanisation ou l'urbanisme qui détruit leur habitat. Il y a aussi le braconnage, parce que l'une des causes migratoires des animaux sauvages, souvent ils fuient. Ils fuient le braconnage parce que dans la zone, il y a des gens qui sont très armés, qui portent les armes, qui ont besoin de défense d'éléphants, parce que c'est l'ivoire qui est très recherché. Donc souvent, même ces troupeaux d'éléphants-là fuient le braconnage. Donc voilà au moins des facteurs moteurs qui peuvent être à l'origine. La construction des barrages, parce qu'on a besoin parfois de se retirer dans certains espaces, des zones reculées, on va plus dans la forêt. Pendant qu'on construisait, je crois, le barrage de Meki, dans le sud, à Niabizan, un matin, les populations ont découvert les grands singes qui déambulaient. Mais comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça? Et il faut quand même que des barrages soient construits, il faut qu'on ait des centrales à gaz qui soient construites. Il faut avoir une étude d'impact environnemental. Comment est-ce qu'on fait? Donc, l'étude d'impact environnemental nous permettra d'éviter ce type de phénomène. Il faut avoir une étude d'impact environnemental. Et l'étude environnementale va démontrer qu'en construisant un barrage, on détruit les habitats naturels. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on sait que si on détruit l'habitat naturel, il y aura les singes vont partir, les animaux, les oiseaux, les reptiles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour les conserver? Évidemment, dans le plan de gestion environnementale, le consultant va dire, OK, il faut donc créer à côté un parc animalier pour les protéger, pour qu'ils ne quittent pas leur zone habituelle. Parce que c'est aussi une grosse perte en matière de conservation. Tu sais, Fifi, le Kenya aujourd'hui, l'industrie du tourisme au Kenya est très très développée parce que là-bas, les politiques publiques ont su protéger, conserver leur biodiversité pour les touristes. Mais est-ce qu'il est normal qu'on ait un ministère de l'environnement complètement dissocié d'un ministère de la faune et de la forêt, parce que les actions sont censées se faire en synergie, et lorsqu'il faut attendre de recevoir peut-être l'aval d'un ministre ou alors de voir une action entamée, être continuée par un autre ministère, est-ce que c'est pas tout cela qui plombe l'action? Bien sûr, au départ c'était le MINEF. C'était le ministère de l'Environnement et des Forêts. Il faudrait qu'on revienne à cette... Après, on a cassé en deux, peut-être parce qu'il fallait... qu'on revienne à cette ancienne configuration. C'est ce que nous proposons au mouvement Écologie en Marche. Nous disons que le Cameroun n'a pas besoin, pour un pays qui a à peine 30 millions d'habitants, on n'a pas besoin de 60 ministres. Aux États-Unis, on n'a pas 60 ministres. Les États-Unis, c'est tout un continent. C'est à peine 30 ministres. En France, on n'a pas 30 ministres. Donc, au Cameroun, on n'a pas besoin de 30 ministres. On a autre besoin de 15 ministres. Donc, le ministère de l'Environnement, le ministère des Forêts, même le MINDU, le ministère des Villes, ça devrait constituer un seul ministère pour qu'il y ait effectivement des actions concertées et surtout fiables et rapides. Parce que nous avons parlé, par exemple, des lions du Mbabénougou, nous parlons des éléphants dans le Mayokani, mais nous laissons avec les chauves-souris. Au départ, les chauves-souris que vous trouvez dans les manguiers à Bonanjo, Bonaprison, c'était pas leur habitat naturel. Ces chauves-souris habitaient dans la mangrove. C'est parce qu'on a détruit la mangrove qu'elles sont installées dans les manguiers à Bonaprinjo et à Bonaprison. Souvent même, on a trouvé des gros reptiles, des gros serpents dans les maisons, dans certaines résidences à Bonanjo et à Bonaprison. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle au départ, on a dit que ça peut être un totem. Bon, je n'exclus pas parce que moi je suis africain. Et je crois à l'anthropologie écologique. Ces gens parlaient de magie, de sorcellerie. Mais sur le plan scientifique, ça s'explique. Lorsque vous détruisez un habitat naturel, parce que les mangroves, il y a plein de reptiles dans les mangroves. Bon, lorsque vous détruisez les mangroves, tous ces reptiles qui devaient habiter dans les mangroves sont obligés d'aller chercher un refuge dans les maisons qui sont pas très loin de leur site
habituelle. Et voilà comment on a pu trouver les reptiles dans les maisons. Donc, pour éviter cette divagation des animaux qui devraient en principe vivre dans les forêts, qui se retrouvent malencontreusement dans les... Il faudrait pas les abattre parce que généralement, c'est l'abattage qui est préconisé. On peut abattre un animal qui constitue un danger pour les populations. On peut abattre un animal qui dérange. Mais comment savoir qu'il dérange parce que lorsqu'ils sont déjà au contact des populations, pour les populations, c'est en danger? Est-ce qu'on est formé pour arrêter, les têtes en lion? Il y a par exemple une école, l'école de zoologie de, je crois, de Yaoundé ou de Maroua. On a toute une école là-bas à l'extrême nord, une école de zoologie qui travaille sur les questions de biodiversité. On a les éco-gardes partout. Donc s'il y a un animal qui crée des problèmes, on n'abat pas un animal sans autorisation. Parce que mais pourquoi tout le temps on choisit de les abattre plutôt que de les capturer et les ramener dans leur habitat? Moi, je comprends pas cela. Je ne comprends pas, mais je dis, moi, je fais confiance aux autorités qui ont ordonné l'abattage des éléphants. Cet éléphant. Parce que abattre un animal, même dessoucher un arbre, ici à Douala par exemple, si vous voulez couper un arbre, vous devez avoir l'autorisation de la mairie de la ville. Ça ne se fait pas de façon désordonnée. Donc si on l'a fait, c'est parce qu'il y avait vraiment une raison acceptable. Mais je dis, pour ne pas arriver jusqu'à ce niveau-là, parce qu'il faut protéger les animaux, moi je suis quand même militaire écologique, il faut protéger les animaux, il faut créer tout autour les parcs animaliers. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'urbanisation nous surprenne. L'urbanisation ne va pas nous surprendre. C'est parce que on sait très bien qu'il y a une poussée démographique, on sait qu'il y a les problèmes d'urbanisation, il y a l'urbanisation, on sait qu'il y a la poussée industrielle, mais on ne réagit pas. On oublie que ces animaux-là ont un droit à vivre dans leur espace. Les pachidèmes ou bien je ne sais pas quoi ne doivent pas aller vivre dans les villas, les quartiers ou bien je ne sais pas quoi. J'ai envie de comprendre dans la matérialisation, si on a envie peut-être de construire je sais pas, une industrie de grande envergure sur une très grande surface, généralement on se retire vraiment dans les profondeurs de la forêt pour éviter les pollutions et autres. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on recense les animaux, on les capture, on crée un espace où on va les confiner désormais avant d'entamer le terrassement et tout ce qui va avec? Comment est-ce qu'on procède exactement? Et là, il y a plusieurs littératures sur les inventaires de la biodiversité au Cameroun. C'est connu, que ce soit dans tous les parcs que nous connaissons, Campoman, à l'est, au nord, à l'extrême nord, nous avons plusieurs parcs. Nous avons plusieurs parcs animaliers. Donc on connaît même à peu près le nombre de ces animaux, les lions, je sais pas, c'est connu. Donc ça veut dire que si vous voulez construire une industrie dans une zone pareille, la première des choses, on cherche à savoir s'il y a un parc animalier. Parce que il faut d'abord chercher à savoir si les impacts de vos activités industrielles n'auront pas des impacts négatifs sur la biodiversité qui doit environner votre installation. Et si jamais on constate, les études démontrent que les activités qui vont s'installer dans cette zone peuvent embêter la vie des animaux, on va vous proposer des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, évidemment, on arrête le projet. S'il n'y a pas de solution, on arrête le projet. On arrête le projet. On ne va pas vous délivrer le certificat de conformité. On arrête. Mais s'il y a des solutions, on vous propose une solution qui doit rentrer dans le cahier des charges qu'on appelle le PGES, c'est le plan de gestion environnementale et sociale. Et maintenant, il faudrait que, après que le ministère vous ait délivré le certificat, il faudrait qu'il y ait les services déconcentrés pour surveiller que cette exigence soit respectée. Parce que c'est là où se trouve souvent le débat. C'est-à-dire, on sait que les activités d'une entreprise doivent gêner, par exemple, l'équilibre de la biodiversité. On propose la construction d'un parc animalier. Et puis, au moment où l'installation, l'industrie s'installe, personne n'est plus là pour qu'on respecte l'exigence. Et évidemment, ces bêtes-là se trouvent en divagation avec tout ce qu'il y a comme risque sanitaire. Et puis, tout ce qui est les conflits entre les animaux et les hommes. Et comme je l'ai dit tantôt, et les risques de propagation de des zoonoses.
Merci Didier Imkwa d'avoir répondu à nos questions sur ABK Matin. Dans le cadre de cette autre production, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.